Salut les moches, vous avez vu le titre, mais je vous préviens quand même, aujourd'hui on va aller loin, très loin, ça va être lunaire, donc je vous conseille d'enfiler vos combinaisons spatiales, parce que là je pense qu'on va même quitter la Voie lactée, on va partir dans une galaxie fort lointaine. L'obésité, c'est de la faute du blanc triarcat. Ouais, rien que ça. À 8 ans, j'ai été mise au régime pour un surpoids imaginaire. Eh ben voyons. Bon allez, on va être sérieux 2 minutes. On va essayer d'être sérieux. Bon, en plus de ça, quand je vois les commentaires qui sont affichés là juste à côté, putain, c'est vraiment caviar. Je ne sais pas si à 8 ans son surpoids était imaginaire. Et là, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à 33 ans, elle est en surpoids. C'est pas juste un sentiment, voilà. En tant que personne grosse, j'ai aussi subi beaucoup de grossophobie médicale. Du coup, j'ai jamais eu de prise en charge adaptée. Bon, alors déjà, la grossophobie, c'est encore un mot qui est inventé pour se dédouaner, pour se victimiser. Mais la grossophobie médicale, c'est encore plus... J'arrive pas à trouver de mot, en fait. Je n'arrive pas à trouver le mot parce que c'est vraiment quelque chose qui est totalement absurde. Oui, quand on est gros, on a des problèmes de santé. Quand on est en surpoids, on a plus de chances de faire de la résistance à l'insuline, on a des problèmes de cholestérol, des problèmes cardiaques, etc., etc. Parce qu'en plus de ça, quand on est en surpoids, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment d'activité physique. C'est là le principal problème. Parce que quand on a suffisamment d'activité physique, on peut être plus flexible au niveau de l'alimentation. Mais là, je pense que c'est un cumul de malbouffe et d'inactivité physique. Et dire aux gens... Vous êtes en surpoids, vous allez finir par avoir des problèmes de santé. Si ça continue comme ça n'est en aucun cas une forme de discrimination. Au bout d'un moment, il faut arrêter ces conneries. C'est à 9 ans que j'ai commencé à être bouboule, que j'ai pris du poids. Malgré cela, c'est les anciennes remarques, fermez la porte du frigo, faites du sport. Oui, ça fonctionne très bien en fait. Je vais un peu vous raconter mon histoire. Alors, moi, quand j'avais à peu près 15 ans et demi, j'allais partir en voyage scolaire en Angleterre avec le collège. Et avant ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu me peser. Et là, j'ai vu 102 kilos. À 15 ans et demi, à peu près 1m75. Et là, ouais, ça a été un choc. Parce qu'en plus de ça, ce que j'avais entre les jambes, je le voyais plus trop, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ça a été un choc. Et vu que je suis parti en Angleterre, on a beaucoup marché. La bouffe était dégueulasse, j'ai beaucoup moins mangé. Donc oui, j'ai perdu du poids. Faire du sport, réduire les portions et supprimer certains aliments, ça marche. Alors oui, peut-être qu'au bout d'un moment, on a certaines pathologies qui bloquent la perte de poids jusqu'à un certain stade. Mais perdre les premiers kilos, les 10, 15 premiers kilos, voire même les 20 premiers kilos selon les cas, c'est ultra facile. Quand je suis revenu de ce voyage en Angleterre, j'avais déjà perdu 3-4 kilos. Super facilement, et honnêtement j'avais très peu subi la faim, parce que la faim est vraiment intolérable quand on a une grosse dépense énergétique et quand on a une grosse masse musculaire. Aujourd'hui je le ressens, la faim que je ressens quand vraiment j'ai très faim, ça n'est plus la même que quand j'étais en surpoids adipeux. Aujourd'hui je suis un peu en surpoids musculaire, mais il vaut mieux être en léger surpoids musculaire qu'en surpoids adipeux. Et les 15 kilos suivants que j'ai perdus, vous savez comment j'ai fait. Je vous parle d'un temps, que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Comme dirait la chanson, quand j'ai commencé à m'entraîner, il n'y avait pas internet, il y avait très peu de bonnes informations dans les magazines, donc il y avait très peu d'informations tout court. Donc j'ai commencé à m'entraîner avec un kit d'haltères que j'avais acheté à Auchan, je m'en souviens. J'avais le choix entre un petit jeu vidéo de merde sur une console portable, je sais plus ce que c'était la console, parce qu'à l'époque j'avais pas de grosse console. Donc c'était vraiment sur une petite console portable, j'avais le choix entre un jeu vidéo de merde et mon premier kit d'haltères. J'ai choisi le premier kit d'haltères. Et c'est de là que tout est parti. Je m'entraînais devant les DVD et les VHS de Rocky, Rambo, Predator, Terminator, tous les films des années 80-90 qui étaient ultra motivants. J'ai perdu 15 kilos en 2 mois. Et j'ai commencé à développer mes bras, mes épaules, etc. Donc oui, c'est possible. Faut juste arrêter de se trouver des putains d'excuses. Et vous perdrez du poids, voilà. Comme beaucoup de personnes dans le milieu antiraciste et comme beaucoup de personnes racisées, et moi pour le coup étant martiniquaise, en tant que personne ayant eu des personnes esclavagisées dans mes ancêtres, on a été vus essentiellement comme des corps, et même comme des corps qui sont des outils de production de capital. C'est quoi le putain de rapport ? C'est quoi le putain de rapport entre ce qu'ont vécu probablement peut-être tes grands-parents, tes arrière-grands-parents,
et le fait qu'aujourd'hui, toi, tu sois en surpoids. Quel est le putain de rapport? Toi, tu n'as jamais connu le centième de tout ça. C'est aberrant. Vous savez, moi, ma famille est issue de l'immigration italienne aux alentours des années 30. C'est comme si je vous disais, j'ai un point faible pec à cause du fascisme de Mussolini. C'est quoi le putain de rapport, bordel de merde? Et là, on va vraiment arriver à l'apothéose de ce reel. Ce sont les normes blanc-triarcales. Et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un truc... moi, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais petite parce que j'ai été mise au régime injustement à 8 ans. Le médecin estimait que j'étais dans la partie haute de la courbe de poids, alors que j'étais quand même dans la norme. Et je passe... Déjà, on va parler des normes. Non, ce ne sont pas des normes instaurées par qui que ce soit, parce que on va y venir après. C'est juste la nature. Tu ne vois jamais un mammifère obèse dans la nature. Les seuls animaux qui ont l'air gros, ce sont des herbivores qui ont plusieurs estomacs, qui ont un système digestif qui fait 18 km de long. Ça n'est absolument pas normal. C'est tout, c'est tout. Un animal qui est obèse dans la nature ne survit pas. Et de toute façon, dans la nature, un animal ne peut pas devenir obèse. Et ce mot blanc-triarcat, on peut le mettre à toutes les sauces, on peut dire grossoyarcat, parce que là c'est ce qu'ils essaient de nous vendre, c'est l'apologie en fait du gros, voilà, c'est l'apologie donc de la mauvaise santé, l'apologie de l'obésité. On pourrait mettre aussi le conneryarcat, il y en aurait plein, on pourrait en faire mais une liste longue comme le bras, tellement que c'est débile. Par contre je suis relativement d'accord avec le fait que mettre un enfant au régime sans lui expliquer correctement, sans trouver des alternatives qui sont beaucoup plus fun pour lui, ce soit vraiment quelque chose d'approprié. Vraiment, quand vous avez... parce que moi j'ai eu ce problème à cause d'un trauma que j'ai eu pendant l'enfance, le stress, etc., l'échec scolaire, le refuge dans la nourriture, tout ça je connais. Donc c'est pour ça aussi que je me permets de bien leur tacler la gueule. Quand on a affaire à un enfant qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on doit lui faire perdre du poids ou pourquoi est-ce que juste il ne doit pas grossir et le poids va se rééquilibrer quand il va grandir, il faut trouver des alternatives qui sont fun. Pas juste lui dire non mais tu vas faire une diète de merde. Non, ça c'est sûr, ça ne marche pas. Un enfant, il faut qu'il ait du fun. Et aujourd'hui, on peut trouver tout un tas de recettes qui sont plaisantes gustativement parlant et qui sont très saines. En plus de ça, l'enfant peut y participer. Ça peut l'éduquer au niveau de sa nutrition et par conséquent aider à un meilleur avenir, mais il ne faut surtout pas créer de la frustration, il ne faut surtout pas créer de la contrainte. Ça par contre, je suis totalement d'accord. Je me mets avec beaucoup d'aliments que je mange, mais en même temps, j'ai besoin de ces aliments parce que quand je vais mal dans ma tête, il n'y a pas de figure de soins adaptée à ma problématique, avec ma charge mentale, avec tous mes petits problèmes. Des petits problèmes. Ça veut dire que tu n'as aucun réel problème. C'est des problèmes de riches que tu as. C'est des problèmes de riches. La charge mentale et les petits problèmes, ce sont vraiment des problèmes de riches, des problèmes de citadins qui sont totalement paumés, qui n'ont absolument aucun sens dans leur vie moderne. Donc oui, remets du sens dans ta vie, mets du mouvement, bouge. J'aimerais bien comparer en fait ta charge mentale comparée à la charge mentale d'un agriculteur qui doit faire 60-70 heures semaine, qui est vraiment au bout de sa vie, qui se fait défoncer par l'Europe et les normes complètement débiles qui existent, tout ça pour essayer de te nourrir toi. J'aimerais bien voir en fait la différence. Et la meilleure figure de soin, c'est le chocolat. Ma mère. C'est le chocolat. On dirait le gros bout dans Dragon Ball Z, putain de merde. Ça me fume. Donc pour eux en fait, un soin adapté c'est le chocolat. Voilà. Là, on y est là. Le soin adapté, c'est le chocolat. Alors non, le soin adapté, c'est apprendre à cuisiner sainement tout en te faisant plaisir et en bougeant. Ça veut pas dire que tu vas supprimer ta tablette de chocolat, mais déjà, plutôt que d'acheter 2 tablettes de chocolat de 200 grammes qui te font péter ton total calorique de la journée, t'en achètes qu'une et tu n'en manges que la moitié. Et l'autre moitié, tu la plantes quelque part, tu fais quelque chose. En fait, ils voudraient une solution sans effort, sans contrainte. Mais non, ça marche pas. Parce que si t'en es arrivé à ce stade-là, c'est que tu t'es vautré dans l'opulence alimentaire et dans la fainéantise. Alors oui, il y a sûrement des problématiques psychologiques et émotionnelles derrière ça. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas sûrement, c'est toujours. Que ce soit dans l'anorexie ou dans l'obésité, il y a des problèmes d'estime de soi, il y a des problèmes liés aux fréquentations.
la plupart du temps au cercle familial, sûrement un échec scolaire. Il y a plein de choses en fait qui peuvent nuire à un individu, qui le font aller dans un extrême ou dans l'autre, et il ne faut surtout pas minimiser ça, il faut le prendre en compte, mais après il ne faut pas se trouver des excuses. Il faut bouger, il faut arrêter de manger de la merde, mais il faut arrêter de se trouver des excuses. Alors tu vas te remuer le gras du cul, t'en auras un peu moins à trimballer. Elle a mis énormément de temps avant de parler de ses problèmes de poids, qui étaient probablement liés à des troubles bipolaires qui sont en train d'être diagnostiqués. Là, elle soulève un point important. Très souvent, quand on parle de problèmes liés à la nourriture face à des gens qui n'ont pas connu certains traumas, qui n'ont pas connu certains problèmes, que ce soit psychologiques, émotionnels, relationnels, etc., c'est très compliqué en fait d'avoir une oreille attentive. Moi je le sais, je fais de l'hyperphagie nocturne et il y a très peu de personnes qui peuvent comprendre ça et qui sont capables de se dire oui, c'est lié à un gros trauma durant l'enfance, à un système scolaire qui m'a totalement dévalorisé, à une perte de sens totale pendant des années durant justement cette scolarité. Oui, c'est dû à tout ça et aujourd'hui j'en paye encore le prix, je suis encore obligé de dealer avec ça. Donc ça c'est quelque chose qui est très compliqué. Mais ça ne m'a pas empêché de me bouger le cul, ça ne m'a pas empêché de m'inscrire au niveau de l'alimentation, de l'entraînement, des compléments alimentaires, etc., d'en faire mon métier. Ce ne sont pas des excuses pour ne rien faire. Il faut arrêter de se victimiser, il faut arrêter de se complaire en fait dans ce mal-être et il faut péter le cercle vicieux pour engendrer un cercle vertueux. Ça n'est pas tous les jours facile, des fois on a des rechutes, mais il faut y aller. Et il ne faut surtout pas rejoindre ce genre de groupe qui maintiennent en fait cet état de victimisation, cet état de non mais on est bien comme on est, on se complaît en fait dans notre mauvais état, parce que là vous n'en sortirez jamais. Ce genre de groupe vous maintiennent dans une forme en fait de médiocrité, concrètement, et vous n'avancerez jamais. Au contraire, inscrivez-vous dans des salles de sport, ou même dans n'importe quelle autre activité, des activités en extérieur. Si vous n'avez pas envie de vous enfermer dans une salle de sport, ne vous enfermez pas dans une salle de sport. Allez essayer de trouver des associations qui font de la marche en extérieur, ou qui, par exemple, font des activités en extérieur avec des animaux. Il faut bouger, peu importe ce que c'est, mais trouver des groupes, en fait, qui vous tirent vers le haut, pas qui vous tirent vers le bas. Ça, ce sont clairement des groupes qui vous tirent vers le bas. Donc n'hésitez pas, en fait, à entamer des démarches qui peuvent vraiment vous aider d'un point de vue psychologique, émotionnel et même médical. C'est très compliqué, mais allez-y. Gros problème de cette pathologie, c'est que le fait qu'elle touche très peu les personnes blanches fait que y a très peu de travail dessus, en tout cas. Ça touche très peu les personnes blanches. Alors, je vais t'expliquer un truc, les premiers obèses sont des blancs, sont les Américains qui ont inventé en fait l'obésité concrètement. Alors oui, il y a sûrement des personnes racisées qui sont venues très vite aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'Afro-Américains forcément aux États-Unis, il y en a toujours beaucoup, mais c'est un problème créé par le blanc occidental surindustrialisé qui a vraiment créé une industrie de la malbouffe et de la fainéantise. Donc je suis désolé, c'est un problème d'occidental et c'est un problème de blanc. Parce que dans des pays très pauvres, qui ne sont pas blancs, il y a très peu d'obèses, bizarrement. Des obèses morbides, on en voit où? On en voit en Europe, on en voit en Amérique du Nord. Le reste du monde, il n'y en a pas. Donc on arrête de nous faire chier avec les blancs sont responsables de tout. Au bout d'un moment, ça commence vraiment à me les râper. Pas assez. Que quand on est une femme racisée, avec la violence coloniale, la violence de l'exil, et le sexisme et le racisme, etc., enfin, on a des choses... Alors là, on a vraiment affaire au champ lexical, mais parfait, des bobos gauchos qui sont totalement matrixés, qui essaient de se déresponsabiliser de tout et qui ne veulent surtout pas remettre en question leurs agissements. À déposer. Le narratif du racisme, il est particulièrement violent. Et c'est intéressant justement ces débats identitaires parce que c'est toujours très douloureux, très chargé. Le narratif du racisme est très violent. Mais quand le racisme est dirigé vers les blancs, ça ne te dérange pas, là. Pas du tout. Si aujourd'hui les médecins faisaient leur travail sans discriminer, avec les moyens qu'il faut, je suis pas persuadée que j'irai passer mes journées à l'hôpital. Alors là, encore une fois, je suis partiellement d'accord. Le milieu médical français est totalement à la ramasse en ce qui concerne les vrais soins des problèmes hormonaux, de certains problèmes métaboliques. C'est vraiment une catastrophe parce qu'en plus de ça, on n'est pas dans l'éducation. On vous donne en fait un médicament ou n'importe quel traitement. Vas-y, prends ça, tu vas voir, tu peux faire ce que tu veux. C'est un petit peu un raccourci, mais grosso merdo, c'est ce qui se passe.
Et on parle de régime. Non, ce ne sont pas des régimes, c'est changer des habitudes de vie, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau activité physique, au niveau sommeil. Donc oui, je suis en partie d'accord avec elle, mais c'est pas parce que t'es grosse que c'est de la discrimination. J'ai une question, pourquoi est-ce que les personnes anorexiques ne se plaignent jamais de discrimination? Pourquoi? Si chacun fait des petits efforts, si les soignants aussi acceptent d'être moins racistes, oui, mais est-ce que c'est possible? Les soignants racistes. Alors, que ce soit les pompiers ou le personnel médical, c'est sûrement un des milieux là où il y a le moins de racistes. Ok? Ce sont des gens qui ont pour vocation d'aider les autres. Il y a sûrement un problème de base chez cette personne, psychologique, émotionnel, on ne sait pas. Autant elle a vécu des choses très difficiles quand elle était enfant aussi, elle s'est réfugiée dans la nourriture. En plus de ça, ce ne sont que des femmes. Il y a un homme là qui traînait vite fait, enfin j'ai l'impression, hein, mais ce ne sont que des femmes. Déjà, les femmes, de par leur système hormonal, sont plus sujettes à avoir des compulsions alimentaires envers le sucre à un certain moment dans leur cycle menstruel. Elles ont une prédominance naturelle à avoir plus d'oestrogène aussi que les hommes. C'est pour ça que certains troubles du comportement alimentaire sont beaucoup plus présents chez les femmes. Et en plus de ça, plus on est en surpoids, plus on a tendance à avoir d'oestrogène. Donc là, en fait, c'est le combo parfait pour que le cercle vicieux continue. Et si en plus de ça, on se trouve des excuses, on est vraiment dans cette boucle mentale de réconfort de « c'est pas moi le problème, il faut surtout pas que je change, il faut surtout pas que j'agisse autrement », ça ne changera jamais. L'alimentation, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi une forme de soin. Le fait de cuisiner pour les nôtres, c'est quelque chose qui peut être très très réparateur parce que on a subi les dynamiques capitalistes et les dynamiques coloniales. Alors là, je t'arrête de suite. Si t'avais subi les dynamiques communistes, crois-moi, tu serais pas en surpoids. À la fin du bloc de l'Est, tout le monde crevait la dalle, parce que le communisme, c'est quelque chose qui ne marche pas. C'est le capitalisme qui fait en sorte que tu te sois vautré dans le confort absolu et dans l'opulence alimentaire. Mais par contre, je suis encore partiellement d'accord avec le fait que cuisiner entre amis, en famille, etc., ça peut être quelque chose de très convivial, ça peut être quelque chose de très sain, mais pour ça, il faut cuisiner les bonnes choses, ok ? T'as beaucoup moins de chances de devenir obèse avec un pot-au-feu qu'avec des tonnes de gâteaux ultra sucrés pleins de gras qui respirent le diabète. Tabarnak! Putain, j'en ai marre! Compris dans notre rapport à l'alimentation. Ah ben voilà, c'est la fin. C'est la fin. J'ai été un peu plus salé que d'habitude, mais c'est parce que ça m'énerve en fait. Déjà, le fait de culpabiliser les blancs qui n'ont absolument putain de rien à voir là-dedans, ça c'est quelque chose qui me fout les glandes. De pointer du doigt le capitalisme alors que c'est le seul modèle économique, je suis désolé, qui marche à l'heure actuelle. Donc, si vous n'êtes pas capable de proposer autre chose, juste fermez votre gueule. Et ensuite, arrêtez de se conforter dans des idéologies qui sont totalement mais absurdes et de croire que le problème vient d'ailleurs. Non. La plupart des problèmes qu'on a viennent de nous. Alors oui, ça peut paraître très moralisateur ce que je dis, mais je me fais la leçon à moi-même. Quand il y a quelque chose que j'ai pas fait de correct dans la journée, que j'ai reporté, que j'ai procrastiné, etc., je me dis, putain, t'es qu'un connard, t'es qu'une pauvre merde. J'essaye pas de trouver un coupable à l'extérieur. C'est pas la faute de mes chiens, c'est pas la faute de ma femme, c'est pas la faute de je sais pas qui, je sais pas où dans le monde, non, c'est ma putain de faute. Donc si vous êtes en surpoids, en obésité, voire même en début d'obésité morbide, c'est sûrement que vous avez vécu un trauma à un moment, et ça a été un enchaînement d'événements qui vous ont conduit là où vous en êtes aujourd'hui. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas renverser la vapeur, ça veut pas dire que ça va être facile, mais déjà, bougez. Bougez. Vous installez un podomètre sur votre téléphone. Si dans la journée, vous ne faites que par exemple 1500 pas, ben, fixez-vous un objectif réaliste déjà, 2500. La semaine d'après, vous vous fixez 3500, ainsi de suite, jusqu'à atteindre un 8000, 10 000 pas par jour, c'est déjà bien. Déjà rien que là, vous allez voir une bonne différence. Ensuite, supprimez tous les aliments industriels ultra sucrés, ultra gras, tout ce qui est plat préparé, les sodas ultra sucrés, passez au soda zéro, et ne mangez que des choses que vous préparez vous-même. Éduquez-vous par rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, il y a une tonne d'informations de qualité sur Internet. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, on ne savait rien du tout. Rien du tout. Que ce soit sur l'entraînement, sur l'alimentation, sur les compléments alimentaires, c'était le désert.
C'était le tout début d'Internet. Moi, je n'avais pas Internet chez moi parce que j'habite au fin fond de la campagne. Pour savoir comment m'entraîner, je regardais les films Rocky, je vous jure que c'est vrai. Je faisais des circuits training qui n'avaient ni queue ni tête, mais j'ai perdu plus de 15 kilos, j'ai commencé à développer ma masse musculaire, j'ai réduit mes portions de nourriture, j'ai arrêté totalement de bouffer certains aliments. Ça a marché. Et ensuite, ça a continué. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'hab, vous avez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo pour me contacter. Je vous dis à bientôt.